Et si la prochaine guerre mondiale se terminait avant toute riposte possible? Les ambitions de la Chine envers Taïwan mijotent depuis des décennies, mais les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Grâce à sa puissance militaire, sa domination cyber et sa pression économique, Pékin possède déjà les moyens d'une frappe éclair. La question n'est pas de savoir si la Chine veut Taïwan, mais si le monde pourrait l'en empêcher. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons comment la Chine pourrait prendre Taïwan en 7 jours, sans opposition possible. Jour 1. Le président chinois Xi Jinping donne l'ordre, mettant en œuvre un plan préparé depuis de nombreuses années. Dans une semaine, Taïwan sera entièrement sous contrôle chinois, à condition que tout se passe comme prévu. Mais la première étape n'est pas de lancer des missiles, roquettes ou troupes. Non, c'est quelque chose de bien plus sournois, quelque chose que Taïwan et ses alliés ne verront pas venir. Une cyberattaque redoutable, visant à paralyser les communications et perturber les principaux services de la région. Les champs de bataille actuels ne sont plus seulement physiques, la guerre ne se limite plus aux villes, terres, mers, cieux et tranchées. Elle peut aussi avoir lieu dans le cyberespace via ordinateurs et réseaux connectés. Les mêmes réseaux sur lesquels une grande partie du monde moderne compte pour les affaires, la banque, la communication et bien plus encore. La Chine a amélioré ses capacités de cyberguerre récemment. Elle est maintenant reconnue comme un acteur majeur des opérations cybermondiales. Elle possède des unités entières, telles que la force du cyberespace de l'Armée populaire de libération, consacrée à la cyberdéfense. La Chine dispose également d'armées non officielles de groupes de hackers soutenus par l'État, dont beaucoup ont mené par le passé des attaques d'espionnage et de vol de données. Le département d'État américain a reconnu que les cyberattaques chinoises menaçaient même les défenses les plus sophistiquées. La communauté du renseignement sait que des services essentiels américains, comme les oléoducs et gazoducs, sont clairement ciblés par les cyberattaques chinoises. Si les États-Unis, malgré leur technologie avancée, peuvent subir des cyberattaques chinoises, Taïwan n'a presque aucune chance. Et c'est exactement sur cela que la Chine compte. Elle mobilise ses hackers pour cibler les principaux services essentiels à la société et à l'économie taïwanaise. Suivant la doctrine de l'Armée populaire de libération, qui consiste à perturber les infrastructures d'information pour obtenir la domination informationnelle sur la région, les principaux réseaux Internet et systèmes de communication cellulaire commencent à s'effondrer sous la puissance cybernétique de la Chine. Les attaques DDoS paralysent d'importantes plateformes en ligne comme les sites bancaires et médiatiques. Les réseaux électriques subissent déjà la pression et en une journée, des dégâts majeurs surviennent. Taïwan s'était préparé aux cyberattaques. Taïwan a créé en 2017 le commandement des forces électroniques de communication et d'information pour gérer la cyberdéfense et contrer les attaques de guerre électronique. Taïwan a également étendu ses systèmes de communication de secours par satellite, au cas où ses sources d'énergie principales seraient perturbées ou détruites. Malheureusement, rien de tout cela ne s'avère suffisant pour arrêter les attaques de la Chine. Malgré certains progrès, l'infrastructure Internet de Taïwan reste faible comparée à la puissance numérique de la Chine. Elle ne peut résister aux attaques constantes de l'ennemi. La population panique. Les sites web s'arrêtent, les téléphones sont coupés, les réseaux Internet deviennent d'abord instables, puis inutilisables. Des informations et des reportages émergent, expliquant que Taïwan est la cible d'une campagne de cyberguerre sans précédent. Les premières rumeurs sur la responsabilité de la Chine émergent, mais les agents chinois sont déjà à l'œuvre. Ils investissent les principaux réseaux sociaux et utilisent des bots pour diffuser de la désinformation et semer la confusion. Cela propage la confusion et la méfiance à Taïwan et dans le monde. Nul ne sait ce qui s'est passé ni ce qui pourrait arriver. Le plan de la Chine ne fait que débuter, et elle s'apprête à augmenter les enjeux. Jour 2. La Chine intensifie ses attaques, passant de la cyberguerre à des offensives physiques massives contre Taïwan. Son objectif est d'éliminer rapidement et efficacement la capacité de Taïwan à se défendre tout en isolant l'île du reste du monde. Sans avoir besoin de déployer de troupes chinoises au sol pour le moment, la Chine, qui possède l'un des programmes de missiles les plus diversifiés et développés au monde, dispose d'un arsenal vaste et varié de missiles balistiques et de croisières, dont certains peuvent parcourir des milliers de kilomètres et traverser des mers et des océans entiers pour atteindre leur cible. Cependant, étant donné que Taïwan se trouve à peine à 160 km du continent chinois, l'Armée populaire de libération n'aurait pas besoin de recourir à ces missiles de moyenne ou longue portée. La Chine pourrait plutôt utiliser son arsenal à courte portée. Des missiles balistiques comme les DF-11 et DF-15 sont conçus pour des frappes rapides sur des cibles proches. Pour les compléter, il y a les missiles de croisière comme le CJ-10
avec une portée de 2000 km et la capacité de transporter des ogives de plus de 500 kg. Lancée depuis des plateformes terrestres, aériennes et maritimes, la menace chinoise inclurait aussi des drones. Le pays a rassemblé non seulement un arsenal impressionnant de missiles, mais aussi l'une des forces de drones les plus grandes et les plus variées de la planète. À l'image de la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine, les forces chinoises lancent des dizaines à des centaines de drones vers Taïwan. Ces essaims incluent des drones de reconnaissance et de surveillance tels que les BZK-005 et WZ-7 Dragon volants. Ils dressent un tableau du champ de bataille et transmettent des renseignements essentiels au commandement chinois. La Chine utilise aussi des drones armés, comme les CH et Winglong, pour cibler précisément des objectifs terrestres et navals. Avec d'immenses essaims, elle submerge vite les défenses aériennes taïwanaises et sature les radars. De nombreux missiles contournent les défenses aériennes taïwanaises et atteignent leurs cibles. Les cibles incluent les ports et les aérodromes, que Taïwan aurait pu utiliser pour lancer des navires et des avions dans une tentative de riposte. Les radars et défenses aériennes sont aussi ciblés, affaiblissant encore les défenses du pays. En quelques heures, la région est considérablement affaiblie et peine à organiser une défense sérieuse. La Chine profite aussi de l'occasion pour saboter les câbles sous-marins essentiels aux communications mondiales de Taïwan. En utilisant des tactiques de zone grise, les forces chinoises coupent les connexions, isolant davantage Taïwan et répandant encore plus de peur et de panique parmi la population. Ils savent désormais que leur pays est attaqué. Petit à petit, Taïwan est coupé du reste du monde et commence à tomber entre les mains de la Chine. À ce stade, le monde entier est informé et la situation fait la une des journaux. Les dirigeants appellent à la paix et à la désescalade, mais la Chine ignore les demandes occidentales. Elle a un plan et elle compte le mener à terme. Jour 3. Au troisième jour, la stratégie de première frappe de la Chine a aveuglé Taïwan, désormais isolé et seul. Les alliés du pays savent à peine ce qui se passe, et ont été complètement pris au dépourvu en raison de la rapidité et du caractère soudain de l'attaque chinoise. Pékin était maintenant prêt à exploiter son avantage et à profiter de la panique et de la confusion à Taïwan. Elle a déjà montré sa puissance en cybernétique et avec des drones, mais il est temps de prouver sa force en mer. Elle envoie des navires de sa puissante marine, la plus grande au monde, vers Taïwan. L'objectif est d'encercler l'île principale et d'envoyer un message clair. Aucune échappatoire. Taïwan a quelques alliés solides et des défenses correctes pour sa taille, mais ne peut rivaliser avec la puissance de la marine chinoise. Avec plus de 750 unités au total, dont 3 porte-avions, 4 porte-hélicoptères, plus de 60 sous-marins et 50 destroyers, la force maritime de la Chine est énorme. Taïwan, quant à elle, dispose d'une force navale relativement modeste. Elle compte moins de 100 unités, dont 4 destroyers, 4 sous-marins et 37 patrouilleurs. Elle est dépassée en puissance, effectif et manœuvrabilité. Les commandants taïwanais peinent à élaborer un plan efficace contre l'agression chinoise. Pendant ce temps, les dirigeants de l'île tentent de contacter des alliés à travers le monde pour obtenir du soutien. Cependant, à cause de la cyberattaque, cela s'avère difficile. Taïwan est incapable de maintenir des communications constantes avec le reste du monde, sans savoir quand, ni même si quelqu'un viendra à son aide. Les dirigeants mondiaux reçoivent en temps réel des informations sur la situation évolutive en Asie de l'Est. Comme Taïwan, ils prévoyaient une attaque chinoise contre l'île, mais ne pensaient pas qu'elle surviendrait si vite et brusquement. Pris au dépourvu, ils tentent de rattraper leur retard. En utilisant les moyens dont ils disposent, ils essaient de comprendre clairement ce qui se passe réellement sur la Terre, dans les airs et sur l'eau, autour de Taïwan. Le temps passe vite, tout comme les forces chinoises. Les dirigeants, sous pression pour agir vite, redoutent un conflit total avec la Chine et hésitent à s'engager sur un unique plan. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder pendant que la Chine avance avec confiance. Les derniers avions de chasse du pays prennent leur envol au-dessus de Taïwan. Des escadrons de bombardiers menacent de semer feu et destruction à tout moment. Les tactiques cognitives de la Chine portent leurs fruits, laissant le peuple taïwanais toujours plus isolé et impuissant, sans alliés à l'horizon. Certains ressentent une fierté nationale et essaient de défendre le seul foyer qu'ils aient jamais connu. D'autres, impuissants, se soumettent à la force envahissante, acceptant leur sort inévitable. Jour 4. Le jour 4 concerne les restrictions, coupant tout flux de ravitaillement, de personnes ou de ressources, vers et depuis l'île principale de Taïwan. Cela accentue l'isolement de la région, augmentant confusion et peur parmi la population. Tout cela
aide la Chine à mener à bien sa mission, sans aucune interférence ou interruption extérieure. Les navires chinois se positionnent autour de l'île en mer de Chine orientale et méridionale. Ils veulent créer une zone d'exclusion autour de l'île. Alors que d'autres pays manqueraient de la force navale nécessaire pour réaliser une telle opération, la Chine en a largement assez pour que cela paraisse facile. Alors que les navires se positionnent, soutenus par chasseurs et bombardiers chinois, toute la zone devient interdite à Taïwan et à tous. Les routes maritimes commerciales de la zone sont aussitôt interrompues. Aucun pays ne veut risquer que ses navires soient endommagés ou détruits s'ils s'approchent trop. Cela limite l'envoi de nourriture et d'autres fournitures vers l'île. Le trafic de marchandises cesse et les vols internationaux sont annulés ou détournés. Pendant ce temps, à Taïwan, les craintes de pénurie de nourriture et de carburant grandissent. La panique latente éclate parmi la population. Les familles se précipitent dans les magasins et marchés pour stocker nourriture et eau indispensables à leur survie. Beaucoup fuient les grandes villes et se dirigent vers les régions rurales, espérant se réfugier chez des amis ou de la famille, jusqu'à ce que la situation se calme ou que les forces alliées arrivent pour les aider. Les marchés sombrent eux aussi dans le chaos. Le monde entier observe et attend. Des millions de personnes restent scotchées à leur téléviseur et à leur smartphone, craignant le prochain gros titre ou la prochaine annonce. Les hackers chinois, quant à eux, continuent de s'activer sur les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne, répandant des contre-vérités et des mensonges, contrôlant le récit du drame en cours. Les dirigeants chinois lancent un avertissement sévère au reste du monde. Toute entrée ou tentative dans le détroit de Taïwan sera vue comme une déclaration de guerre. La Chine est prête et capable de répondre, ce qui complique la tâche des dirigeants mondiaux. Tout ce qui serait perçu comme un acte d'agression pourrait aggraver considérablement la situation, mettant potentiellement leur propre population en danger. Alors que les États-Unis souhaitent agir, leurs porte-avions se trouvent à des milliers de kilomètres. Les armées européennes étant déjà très sollicitées, toute intervention prendra du temps. Le temps s'épuise vite, jour 5. Ayant établi sa domination sur mer et dans les airs, la Chine passe à l'étape suivante. Des soldats au sol. Il est temps de contrôler définitivement la région. Les navires d'assaut amphibies, autrefois stationnés près des côtes de Taïwan, avancent désormais vers le territoire. Des ferries se positionnent, transportant des centaines de soldats de l'armée populaire de libération chinoise. Entièrement armés et prêts à débarquer pour prendre Taïwan d'assaut. Des assauts aéroportés viennent également renforcer les débarquements au sol, laissant à Taïwan très peu de marge de manœuvre et presque aucune chance de repousser ou de retarder l'invasion. La Chine adopte une stratégie en plaçant la plupart de ses forces terrestres sur la côte ouest de Taïwan. La géographie locale facilite la progression rapide des forces d'invasion et leur permet de s'imposer. Même les ferries civiles sont réquisitionnées pour transporter rapidement des dizaines de soldats à travers le détroit de Taïwan. En quelques heures, Taïwan subit aussi des menaces navales, plus seulement aériennes. Elle fait face aux dangers sans précédent et insurmontables de milliers de soldats chinois sur son sol, prêts à semer le chaos. Chaque escouade aura ses propres ordres. Certaines sont poussées à s'enterrer et à renforcer les ports côtiers, comme ceux de Taipei, Taichung, Anping et Budai. D'autres devront avancer à l'intérieur des terres, réprimer toute résistance locale ou contrer toute riposte de l'armée taïwanaise. Les soldats taïwanais ne se rendent pas sans se battre. L'armée fait tout pour frapper les forces chinoises, mais avec des moyens inférieurs. Le peuple taïwanais ne peut opposer de réelle défense. Ils endommagent ou détruisent des navires chinois, mais d'autres arrivent vite après. Tout cela est dû à l'avantage massif de la Chine en termes de main-d'œuvre. Avec plus de 2 millions de militaires et 500 000 réservistes, les défenses aériennes de Taïwan sont hors service à cause des bombardements, et le pays ne peut réagir aux brigades aéroportées et hélicoptères traversant son espace aérien. Les forces ennemies atterrissent pour s'emparer des autoroutes importantes, des centres de communication, des aéroports et d'autres sites clés. Les Alliés sont encore loin de pouvoir fournir une aide significative, et la Chine est à quelques jours, voire à quelques heures, de jouir d'un contrôle total sur l'île. Jour 6. Les forces terrestres chinoises avancent avec une précision remarquable, signe d'une attaque planifiée et préparée depuis des années. Tout a été préparé avec la plus grande précision. Chaque détail a été réfléchi et peaufiné. Chaque éventualité a été envisagée et prise en compte. Chaque unité chinoise connaît son rôle et sait comment aider sa patrie à atteindre ses objectifs finaux. Certaines ciblent la paralysie des défenses de Taïwan, d'autres foncent vers les centres politiques et économiques. Certains tentent de contrôler les infrastructures critiques, réduisant fortement la capacité de résistance de Taïwan.
De nombreux soldats chinois se dirigent vers la capitale de Taïwan, Taipei. Ils se concentrent sur les cibles les plus importantes nécessaires pour prendre le contrôle de la région et démoraliser la population. Leurs cibles incluent le bureau présidentiel au centre de Taipei et les bâtiments gouvernementaux voisins de l'exécutif et du législatif Yuan. Les ministères, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense nationale, sont aussi ciblés et contrôlés. Les bureaux du gouvernement local sont attaqués à Taipei, mais aussi dans d'autres villes comme Kaohsiung et Taichung. La coordination régionale de Taïwan était rapidement démantelée, ses autorités désorganisées et le personnel gouvernemental retiré. Cela permet à la Chine de couper essentiellement la tête de la direction politique de la région et d'installer une nouvelle administration, loyale et soumise à Pékin. Les troupes chinoises convergent aussi vers les bases et centres de commandement du pays pour limiter tout risque de rébellion ou d'action militaire. Elles foncent vers le centre de commandement militaire de Hengshan, à Taipei, principal centre nerveux de Taïwan, ainsi que vers des bases aériennes à Taichung, Pingtung et Hualien. Les bases navales sont aussi attaquées, paralysant totalement les opérations navales de Taïwan. Tous les systèmes de défense antimissiles et sites radars restants sont aussi capturés et neutralisés. C'est aussi le cas pour les centrales électriques, les stations télévision et radio, les centres télécoms et internet, les data centers, les gares et les grandes entreprises. En quelques jours, la Chine a revendiqué le contrôle du gouvernement, de l'armée et des industries majeures de Taïwan. La région est à la merci de Pékin, sans alternative, sans issue. À ce moment, une partie des forces alliées s'est rapprochée, mais les dirigeants mondiaux hésitent encore à agir directement. Ils peuvent y voir à quelle vitesse et avec quelle brutalité la Chine a pris le contrôle, et ils savent très bien que Pékin est plus que capable d'infliger de sérieux dégâts. Elle pourrait utiliser ses missiles hypersoniques, DF-17, parmi les plus avancés, pour viser les bases aériennes américaines en Asie. Ce serait un coup dur pour l'armée américaine si les États-Unis choisissaient d'intervenir maintenant. Se déplaçant jusqu'à 10 fois plus vite que la vitesse du son et affichant des niveaux exceptionnels d'agilité et de manœuvrabilité en vol pour esquiver facilement les missiles intercepteurs, les DF-17 auraient peu de difficultés à atteindre leur cible. Les Alliés arrivent rapidement à la conclusion que leur seul espoir de sauver Taïwan à ce stade est de constituer des forces plus importantes, d'amasser un plus grand nombre de navires et d'avions, et d'établir des centres logistiques dans la région. Avec la Chine prenant le contrôle du gouvernement taïwanais, la fenêtre d'opportunité des Alliés se referme vite. Jour 7. La prise de contrôle est terminée. Au moment où des renforts alliés sont suffisamment proches pour intervenir, la Chine est déjà en train d'annoncer un nouveau statu quo à Taïwan. L'ancien gouvernement a été déposé, de nouveaux dirigeants sont installés, et le processus d'unification entre la Chine et Taïwan commence. En l'espace d'une seule semaine, tout a changé. Le commandement et le contrôle de Taïwan ont été coupés, ses communications interrompues, sa logistique démantelée, ses transports arrêtés, et son peuple n'a guère d'autre choix que d'accepter leur nouvelle façon de vivre. Malgré quelques foyers de rébellion, aucun ne menace l'autorité de la Chine ou la nouvelle direction de l'île. Les dirigeants mondiaux condamnent la Chine, appellent à la désescalade et refusent de reconnaître son autorité sur Taïwan. Mais en privé, ces chefs d'État doivent accepter la réalité, sachant qu'ils ne peuvent plus rien y changer. Ils sont restés impuissants face à la rapidité et la brutalité de l'attaque chinoise. Pékin détient des centaines d'ogives nucléaires et possède l'une des plus grandes forces armées au monde. Elle peut prendre des mesures extrêmes pour atteindre ses objectifs. Les risques d'un conflit supplémentaire, voire d'une escalade vers une guerre nucléaire, sont tout simplement trop grands pour être ignorés. En conséquence, les condamnations extérieures et les interventions possibles s'estompent rapidement. La Chine hisse son drapeau à Taipei, ayant enfin accompli sa quête de conquête de l'île et changé à jamais le visage géopolitique de l'Asie. La Chine pourrait prendre Taïwan en 7 jours, mais la vraie question est la réaction américaine. Voyez comment les États-Unis réagiraient si la Chine envahissait Taïwan et découvrait les actions clés dans cette vidéo.